Eh bien, révélation explosive. Alors évidemment à vérifier, évidemment à contrôler. Alors tout de suite, on dit non, c'est faux, non, c'est vrai. De Seymour Hersh. Seymour Hersh, très célèbre journaliste américain, 85 ans, prix Pulitzer, et qui dit, lui, qui s'appuie sur un certain nombre de sources, qui dit que ce sont les plongeurs de l'US Navy, de la marine américaine aidée par la Norvège, qui ont posé des explosifs sur ces gazoducs en juin 2022. Et 3 mois après, ils ont été actionnés. Alors, Éric Dénessé, bonjour. Bonjour. Bonjour, on vous reçoit toujours avec plaisir. Vous êtes politologue, vous êtes directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Alors après, évidemment, la bombe, entre guillemets, du journaliste Seymour Hersh, est-ce qu'on est plus avancé aujourd'hui? Que pensez-vous de ces révélations? Et on sait un peu plus sur ce qui s'est passé, sur ce fameux sabotage de juin dernier? Alors, d'abord, je crois qu'il faut rappeler, vous l'avez dit, que Seymour Hersh, il ne s'est quasiment jamais trompé par le passé, depuis ses premières révélations en 68 sur les massacres au Vietnam jusqu'à son dernier livre qui expliquait la manière dont Osama Ben Laden a été véritablement éliminé, qui n'a rien à voir avec le narratif qui avait servi la Maison-Blanche. C'est pas un homme qui raconte des histoires, bien sûr, tout le monde peut se tromper. Et je crois qu'il faut revenir sur le film des événements, parce que dès l'invasion russe en Ukraine, on a vu les autorités américaines commencer à faire des allusions et des menaces sur les pipelines Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Il y a eu ensuite les sanctions qui ont amené une forme de réduction du débit de gaz à l'attention de l'Allemagne, et ça a été rapidement remplacé par du gaz américain. On a ensuite, à la date du 26 septembre, le fameux sabotage, alors selon une opération qui est assez précisément décrite par Seymour Hersh et qui me semble difficilement inventée. On voit très rapidement après cet attentat les Américains se féliciter et essayer d'orienter les soupçons contre la Russie. Et puis, dans les semaines qui suivent, on voit un certain nombre de bruits qui circulent où on dit ce sont probablement les Américains, parce que si c'était les Russes, bien sûr, tout le monde aurait crié les Allemands en premier. On voit ensuite un second bruit qui dit ce sont les Américains avec l'aide d'un pays de l'OTAN. Oui, et avec puis, les Anglais, on a beaucoup parlé des Anglais aussi. Voilà. Oui. Mais c'était encore assez trouble et assez peu précis. Et puis arrive l'article de Seymour Hersh, qui encore une fois est un homme qui a d'excellentes sources dans l'appareil de renseignement politique ou dans l'appareil militaire américain, qui décrit par le menu, selon lui, bien évidemment, la manière dont l'opération a été conduite par des plongeurs norvégiens spécialistes de l'intervention sur les plateformes pétrolières en eau très profonde, une opération pilotée par les Américains. Et je dirais, ceci paraît bien sûr corroboré par une déclaration d'un procureur allemand chargé de l'enquête qui a dit que pour lui, il n'y avait strictement aucune preuve incriminant la Russie. Donc, à défaut d'avoir bien sûr des preuves absolument des faits factuels. Il y a quand même de très fortes présomptions. On doit rester prudent. Il y a eu effectivement une série de dénégations à la fois de la part de la CIA, du porte-parole de la Maison-Blanche et des autorités norvégiennes. Mais que pouvait-il faire d'autre qu'un démenti? Donc, pour l'instant, ils n'ont convaincu personne. Et je crois que, malheureusement, nous pouvons toujours nous tromper, que la description des faits qu'a donné Seymour Hersh est probablement celle qui est la vérité. Alors, Éric Dénessé, juste sur ce plan-là, évidemment, pour le moment, c'est la version de Seymour Hersh qui, effectivement, n'est pas un perdreau de l'année. Ça a été, depuis 68, il a fait énormément de révélations de tous les côtés. En tout cas, c'est quelqu'un d'indépendant, de profondément indépendant. Mais si c'est prouvé, je dis bien si, avec un grand S et un grand I, quelles pourraient être les conséquences ? D'abord, je pense que ce ne sera jamais prouvé parce que les autorités américaines ne le révéleront jamais. Et si un membre de la CIA venait lui-même à dire la même chose, il serait probablement victime d'un démenti aussi cinglant. Rappelons aussi que Seymour Hersh, à l'âge qu'il a, n'a pas de raison de briller et de raconter n'importe quoi, et que pour la petite histoire, il est lui-même déjà accusé d'être complotiste sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est amusant. Qu'est-ce que ça pourrait? Je pense que beaucoup de services européens, beaucoup d'états-majors politiques européens ont des éléments probablement encore plus probants et peuvent confirmer cela. Ce ne sera pas nécessairement accessible pour le grand public, mais ça pose un problème majeur. C'est que ce sabotage des deux pipelines, c'est un véritable acte de guerre, je dirais, en direction des Allemands, et cet acte de guerre est commis par leurs alliés, leurs protecteurs américains. Puisque un protecteur est légendaire, enfin, depuis 1945, oui, absolument. Tout à fait. Oui.
Ah, on vous entend plus là, Éric Dénessé. Oui, prenez votre téléphone. Mais juste, je voudrais poser une question à Nicolas Meillan. On est tout aussi ravis de vous recevoir. Nicolas Meillan, vous êtes ingénieur et vous êtes spécialiste sur les sujets du transport et de l'énergie, et pas seulement. Mais je voudrais vous parler, au fond, qu'est-ce qui a provoqué? Parce que ça, on en parle, mais au fond, vous dites, vous avez tweeté là-dessus, Nicolas Meillan, vous dites, n'oubliez pas que quand on parle des prix d'électricité, etc., n'oubliez pas le rôle qu'a joué le sabotage de Nord Stream 2 dans cette hausse exponentielle. Alors, c'était pas que le sabotage, c'était le tuyau tout court, en fait. Parce que si on prend l'historique, Nord Stream 2, il a été décidé à la construction en 2018. Et donc, il a été construit en 3 ans et demi, 4 ans. Et donc, il était terminé en septembre 2021. Et donc, M. Poutine, à ce moment-là, voulait bien évidemment le mettre en marche. L'activité, mais il savait très bien qu'il y avait de l'opposition d'un certain nombre d'Européens, les Ukrainiens, les Polonais, et aussi, bien évidemment, les États-Unis, qui se sont toujours opposés à ce tuyau, qui avaient mis en place d'ailleurs des sanctions contre ce tuyau, qu'ils ont levé 2 mois avant la complétion. Je rappelle que les États-Unis, en 1982, ils ont déjà fait sauter un pipeline. On n'en parle pas beaucoup, mais pendant l'invasion de la Pologne, ils ont fait sauter un pipeline qui reliait la Russie à... Voilà, c'était un pipeline transsibérien qui devait aller en Europe. Ils se sont toujours opposés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à ce que l'Europe construise le moindre lien avec la Russie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que M. Poutine, à partir de juin 2021, a commencé à réduire les approvisionnements en gaz naturel de l'Europe. Et donc, dans ce cas-là, le prix du gaz a commencé à augmenter doucement. Dès juin 2021. Dès juin 2021, bien sûr. L'augmentation, elle date de juin 2021, elle date pas du 24 février 2022. Et comme en Europe, notre prix, le mécanisme de fixation des prix de l'électricité fait que c'est indexé de facto sur le gaz naturel, le prix de l'électricité français augmente à partir de juin 2021. Et puis après, on continue. Les Allemands disent en octobre à M. Poutine, il va falloir que vous le fassiez certifier. Et puis en novembre ou en décembre, là, la certification est refusée parce que les Américains et les Ukrainiens ont réussi à convaincre les Allemands de ne pas le certifier. Et d'ailleurs, quand M. Poutine, en février, 3 jours avant, donc le 21 3 jours avant février, voilà, 3 jours avant, il dit « Je reconnais l'indépendance des 2 républiques de Lugansk et de Donetsk ». De Donbass, oui. Quelle est la première réaction de Olaf Scholz ? Il dit dans ce cas-là, plus de Nord Stream 2. C'est ça la première phrase qu'il dit. Et donc, c'était vraiment au cœur de ce conflit. Et là, effectivement, après, le fait qu'il y ait eu ce sabotage, moi, ce que je disais après l'explosion, c'est que j'étais aux États-Unis en 2002, j'avais regardé de très près les attentats du World Trade Center. Bon, il ne me venait pas vraiment à l'idée de me dire que c'était les Américains qui avaient fait sauter les tours. À l'époque, c'était même d'ailleurs du complotisme. Oui, aujourd'hui, on voit que le complotisme a changé de camp, puisque maintenant, ce seraient les Russes qui se seraient auto-flagellés sur une infrastructure qui leur a coûté quand même 10 milliards de dollars. Soit dit en passant, c'était 1 milliard de dollars pour les Français, on leur a prêté 1 milliard, ils sont perdus pour Engie. Et puis quand même des milliards de dollars de recettes potentielles, alors que le gaz, c'était la seule énergie sur laquelle les Européens n'ont pas mis de sanctions. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de sanctions sur le gaz. Donc ce serait la Russie pour leur rendre service qu'ils l'auraient fait à leur place. Oui, c'est un masochisme un peu spécial. Juste un mot. Alors aujourd'hui, du point de vue économique, ce que nous subissons notamment de cela, c'est quoi exactement, concrètement ? Aujourd'hui, c'est terrible parce que vous avez donc le prix du gaz et l'électricité qui augmente. Rien que pour l'industrie, les 2 énergies, c'est gaz et électricité. Donc on est monté à x10, on est même monté à x20. Il faut avoir en tête que l'électricité en France, ça coûtait entre 30 et 50 euros du mégawattheure, on est monté à plus de 1000. Donc entre x20 et x30. Donc là on est redescendu, tout le monde est content, mais on est descendu à x3. x3, c'est quand même toujours trop pour nos artisans, pour nos boulangers, pour nos PME. Et le vrai problème, c'est qu'au-delà de ça, le gaz américain est 6 fois moins cher que le nôtre. Au début de la décennie... Non, c'est les Américains qui se sont aujourd'hui enrichis avec le gaz de schiste. Alors j'ai fait un petit calcul justement pour regarder est-ce qu'ils se sont enrichis. Et en fait, depuis le juin 2021, le surplus qu'ils ont gagné avec l'augmentation du prix, c'est 25 milliards de dollars. Alors bien évidemment, c'est pas dans la poche de M. Biden, c'est dans la poche des producteurs. Vous voulez dire un surplus, un bénéfice, enfin... Voilà, l'augmentation des prix, c'est 25 milliards de dollars. Quel est leur effort de guerre en Ukraine ? 23 milliards de dollars. En équilibre. Voilà, c'est pas mal équilibré.
Ouais, ben c'est intéressant. Éric Dénessé, justement, de ce point de vue-là, est-ce que tout ça est en train, alors au-delà même de Nord Stream 1 et 2, actuellement la situation géopolitique, je ne vous demande pas des prédictions, on n'est pas là dans un salon de voyance, mais est-ce que ça rebat les cartes quand même géopolitiquement autour de tout cela, autour de Russie, Ukraine et les conséquences du pavé dans les mares? Éric Dénessé? Oui. Oui. Vous avez entendu ma question ou pas? Oui. Je vous dis, ça rebattrait les cartes si nos amis allemands réagissaient. Parce que l'acte de guerre dont ils ont été victimes par les Américains est une atteinte à leurs intérêts économiques et politiques. Et nous n'avons vu pour l'instant ni les politiques, ni les parlementaires, ni les médias réagir par rapport à cet acte qui est quand même quelque chose de terrible. Je dirais qu'il y a un deuxième élément qui est important et qui rebat la donne en ce moment. Ce sont les récentes révélations qui ont été faites par l'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett, mais également par l'économiste Jeffrey Sachs ou par les Turcs, tous ayant participé directement ou indirectement aux médiations qui ont été lancées dès le début du conflit en Ukraine, et tous les trois, et donnant bien sûr des points de vue concordants, bien qu'ils aient, appartenu à différentes périodes de négociations, et disant que les Américains ont délibérément empêché Zelensky de signer un accord avec Moscou, parce que leur intérêt était la poursuite de la guerre pour essayer d'affaiblir durablement la Russie. Donc là, on a des preuves éclatantes, des interviews de Bennett, des témoignages des négociateurs des négociateurs turcs. Donc tout ça, plus le temps avance, plus nous amène à prendre conscience du jeu machiavélique qui a été celui des Américains et malheureusement du président ukrainien qui a littéralement sacrifié son peuple dans une guerre qui aurait pu être arrêtée, certes de manière très défavorable pour leurs intérêts, au bout de quelques semaines. Oui, et pas de se battre jusqu'au dernier Ukrainien. On espère que ce ne sera évidemment pas cela. Juste un mot précisément, Éric Dénessé. C'était quand qu'il y a eu cette tentative de négociation à laquelle d'ailleurs Zelensky était prêt à participer et à laquelle, selon les Israéliens, les Turcs et effectivement les Allemands et quelques économistes américains, c'était quand exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Où les Américains ont dit non, et Boris Johnson aussi, le Premier ministre anglais de l'époque, on dit pas question, vous ne négociez pas. Alors, les tentatives de négociation, notamment israéliennes, ont commencé dès la première semaine du conflit. Elles se sont poursuivies quasiment jusqu'à la fin mars. Elles ont été doublées à un moment donné par ce qu'ont fait les Turcs à partir du 10 mars et jusqu'au 29-30. Et d'après les sources qui ont assisté à ces négociations, ils racontent que Ukrainiens et Russes en étaient à la 7e ou à la 8e version d'un document qu'ils s'apprêtaient à signer. Ouais. Et puis le 30 mars, il se produit un revirement complet et à ce moment-là, les deux parties disent qu'elles ne peuvent plus arriver à un accord. Et quand on cherche à l'expliquer, on voit que Biden arrive à Bruxelles le 23 mars, il va au sommet de l'OTAN, de l'Union européenne, puis il est en Pologne le 26, il va rencontrer Zelensky et on sait maintenant, notamment par Jeffrey Sachs, que les Américains ont opposé une fin de non-recevoir aux négociations qui étaient près d'aboutir, et donc a été prise la décision de poursuivre la guerre. Oui, c'est très... Alors, en décision de poursuivre la guerre, tout ça, évidemment, on le saura peut-être trop tard, j'espère assez quand même à l'avance pour réagir. Mais justement, Nicolas Meillan, tout ça, effectivement, on poursuit la guerre, voilà, et on en est aujourd'hui, voilà, nous sommes le 15 février 2023. Dans une semaine, ça fera 1 an, effectivement, exactement, l'invasion russe. Au fond... c'est l'Europe qui paye les pots cassés, l'Europe en général et la France en particulier. C'est l'Europe qui finance une guerre qui n'est pas la sienne, mais qui se passe chez elle. À la fois, elle finance les Américains en leur achetant du gaz naturel cher, elle finance aussi les Russes avec leur gaz naturel et le pétrole. Alors parfois, leur pétrole, ça passe par l'intermédiaire de l'Inde ou d'un autre pays. Mais on finance aussi les Russes aujourd'hui, disons-le. Bien sûr, on finance tout le monde. C'est le premier producteur mondial de pétrole et c'est le premier exportateur mondial de gaz. Donc mécaniquement, on les finance dans une guerre qui nous détruit. Et les Américains ont réussi à faire ce qu'ils avaient échoué, là où ils avaient échoué en 1981, parce qu'à l'époque, quand il y a eu le conflit en Pologne, moi j'avais 1 an, donc je m'en souviens mal, mais les Européens, il y avait ces discussions d'embargo, et les Européens avaient refusé la mise en place de cet embargo. Ouais. Ils avaient refusé, ils avaient dit non aux Américains. Donc la seule différence entre aujourd'hui et il y a 40 ans, c'est qu'il y a 40 ans on dit non, et là on dit oui avec les bras ouverts.
Vous voyez, l'Europe, Éric Dénessé, ce que dit Nicolas Meillan, c'est on a l'impression que l'Europe, on disait l'Europe puissance médiatrice, l'Europe indépendante, l'Europe qui se construit, etc. Là, on a l'impression, comme dit Sandrine Rousseau de son mari, l'Europe, c'est un homme déconstruit. Oui, totalement. On le voit. D'abord, l'Europe classique et notamment le couple franco-allemand ne joue qu'un rôle secondaire dans cette crise, puisque les liaisons se font essentiellement entre Washington, Londres et la Pologne, qui est un pays extrêmement belliciste, ce qu'on peut comprendre en raison de son histoire à l'égard de Moscou. Bien Mais sûr. effectivement, les acteurs majeurs de l'Europe dans ce conflit ne sont pas ceux que nous avions l'habitude d'avoir. Ouais. Les Italiens également sont en second rideau. Donc il y a eu aussi un complet rebattage du jeu de cartes à l'occasion de cette crise. Alors, est-ce que ça signifie franchement que l'Europe aujourd'hui, je dis pas, on va pas parler de désintégration, etc., mais au fond, on a l'impression que l'Europe est une espèce de Gulliver complètement empêtré, complètement enchâssé, complètement, j'allais dire un néologisme mauvais, cordélisé, et que, je dis pas que c'est l'impuissance, mais on a l'impression, quel rôle joue l'Europe? Il est en coulisses et il compte les coups en prenant position de façon presque irrationnelle, je ne sais pas. Oui, de toute façon, on le voit bien. Vladimir Poutine ne veut parler qu'aux Américains parce qu'il considère qu'il est effectivement confronté à une guerre russo-américaine. Et pour lui, les Européens ne peuvent être que dans le meilleur des cas que des porte-paroles et non pas des interlocuteurs fiables. On voit qu'il y a un tiraillement dans l'Europe entre ceux qui veulent bien sûr appuyer les positions américaines. Et les Norvégiens, les Polonais, les pays baltes sont dans ce cadre-là. Et puis ceux qui sont moins enclins à aller humilier la Russie, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Et voilà, ça entraîne à la fois des états d'âme sur l'absence de l'Europe et puis des tiraillements entre ces deux camps. Alors, juste un mot, et je pose aussi la question à Nicolas Meillan, mais d'abord à vous, Éric Dénessé. Dites-moi, on ne peut pas aussi, on ne va pas, comparaison des paraisons, on ne va pas parler de Sarajevo, qui a déclenché la Première Guerre mondiale, mais est-ce qu'il peut y avoir un dérapage à l'heure nucléaire? Est-ce qu'il peut y avoir... Je veux dire, on a l'impression que le bruit de bottes, moi je suis plus fort que toi, le bras de fer, etc. Alors il y a le côté théâtre, le côté comédie, le côté théâtralisation, mais quand même, hein, quand on voit les fusées nucléaires et l'armement, est-ce qu'on peut se poser quand même quelques questions? Oui, c'est une question centrale. Je ne pense pas personnellement qu'on ira jusque-là parce qu'il y aura suffisamment des deux côtés d'acteurs rationnels pour éviter un débordement. Quand je parle d'acteurs rationnels, je ne pense pas au président Biden et son équipe, mais je pense au Pentagone et à ceux qui peuvent, être plus mesurés sur ce conflit parce que personne n'y aurait intérêt. Mais le parallèle avec les événements en ex-Yougoslavie est très intéressant puisque souvenons-nous que l'Union européenne avait bien sûr totalement appuyé l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie et qu'elle ne reconnaît pas les mêmes droits aujourd'hui à la Crimée ou au Donbass, et puis qu'on voit les mêmes pratiques de désinformation où les Serbes ont été victimes pendant toute cette guerre d'un véritable matraquage médiatique dont on s'est aperçu après qu'il était à la fois faux ou démesuré, et je pense qu'on vit la même chose sur l'Ukraine aujourd'hui. Et alors, Nicolas Meillan, nous, enfin, on a dit que l'Europe payait et vous l'avez montré, mais quid? On va continuer comme ça, c'est-à-dire qu'on va attendre effectivement de l'extérieur de voir ce qui se passe, et nous, on est quoi? L'objet de ça, on est le jouet de cela. Moi, je le dis depuis début mai, j'attends le réveil des Allemands. Il est lent, il est très doux. Voilà, le plus gros réveil actuellement, c'est il y a 3 jours, les enquêteurs allemands qui affirment qu'il n'y avait pas de preuves que ce soit les Russes. Donc on en est là. Pour le sabotage du Nord Stream. Parce qu'il faut quand même avoir en tête que l'Europe, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, c'est l'industrie allemande. Plus l'industrie allemande, plus l'Europe. Donc ça, c'est quand même la route vers laquelle on se dirige, parce que sans énergie bon marché, sans gaz, sans électricité bon marché, il n'y a pas d'industrie. Alors nous, en France, on a un petit peu d'avance, puisqu'il n'y en a presque plus, moins de 10% du PIB, c'est d'ailleurs un drame. Mais pour les Allemands, c'est très compliqué. Donc je pensais qu'ils allaient se réveiller un peu plus vite. Là, peut-être que la sortie de ce journaliste américain va accélérer un petit peu le tempo. Mais ce qui est sûr, c'est que au-delà du conflit nucléaire et du risque sur lequel je ne vais pas commenter parce que c'est pas mon domaine d'expertise, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau économique, pour l'Europe, ça va être catastrophique. Et quoi qu'on en dise le gouvernement, là on parle beaucoup des retraites, mais les boulangers, les industriels continuent à payer 3-4 fois plus cher leur énergie, il n'y a rien n'est fait.
Eh oui. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci Éric Dénessé. Merci à Nicolas Meillan. Je crois que voilà, on a un peu éclairé. Voilà, on a amené les projecteurs. Et franchement, on aimerait quand même que nos responsables, les princes qui nous gouvernent, quels qu'ils soient, de droite, de gauche, du centre, s'occupent un peu moins de s'insulter de la manière la plus triviale qui soit et un peu plus de nos intérêts. Ce serait pas mal.